Les coups résonnèrent sur ma porte comme un bélier. Chaque coup secouait le cadre jusqu'à ce que la serrure se fende. Puis la porte céda et claqua contre le mur. Dans la lueur du couloir se tenait Richard Quint, mon beau-père. Le visage rouge d'alcool et de fureur. Il s'avança en titubant, criant entre ses dents serrées. « Tu as trahi cette famille, Émilie. Ce soir, tu apprendras le prix de la loyauté. » Avant que je puisse réagir, son poids s'abattit sur moi, me projetant contre l'étagère. Une douleur fulgurante me transperça l'épaule. Mon corps se déroba, mes côtes hurlant lorsqu'il frappa à nouveau. Derrière lui, dans la pénombre, se tenait ma mère. Margaret. Ses mains serraient son visage, son corps tremblait, les yeux écarquillés de terreur. Mais elle ne s'approcha pas de moi. Elle ne parla pas. Elle resta là, silencieuse, à regarder mon corps s'effondrer au sol. Ce silence était plus profond que ses poings. Je suis le capitaine Emily Carter. J'ai 32 ans, je suis infirmier de combat dans l'armée américaine, stationné à Fort Bragg. J'ai extirpé des soldats blessés de véhicules en flammes sous les tirs, posé des os sur le sol d'hôpitaux de campagne et recousu des peaux déchirées dans les tempêtes de sable d'Afghanistan. J'ai vu des hommes se vider de leur sang en quelques minutes, mais rien dans la guerre ne m'avait préparé à la guerre qui a frappé ma propre porte cette nuit-là. La main de Richard s'est emmêlée dans mes cheveux, me tirant vers le haut, ses jointures s'enfonçant sur ma pommette jusqu'à ce que des étoiles éclatent dans mon champ de vision. Mon épaule pendait, une douleur inutile hurlant à chaque respiration. J'ai essayé de me retenir, mais sa taille éclipsait la mienne. L'air était empli de l'odeur du whisky et de l'écho de sa voix basse et venimeuse. « Tu ne m'échapperas jamais, ma fille. La famille est éternelle. » Les sanglots de ma mère ont résonné, étouffés derrière ses mains. L'espace d'une seconde, nos regards se sont croisés. J'ai supplié en silence, « S'il vous plaît, aidez-moi. » Mais elle est restée figée, son silence plus fort que n'importe quel cri. Je repensais aux nuits où nous chantions ensemble, enfants. Sa voix m'enveloppait jusqu'au sommeil. Cette voix avait disparu, prisonnière de la peur. Le sang me coulait à la bouche. Mes genoux cédèrent. Mais à travers le brouillard, j'aperçus la radio vert olive sur mon bureau, celle que je rapportais de la base après mes gardes de nuit. Rampant sur le côté, je me précipitai sur chaque côte en protestant. La botte de Richard claqua dans mon dos, mais mes doigts trouvèrent l'interrupteur. 3 pressions rapides, le signal d'urgence. À des kilomètres de là, la police militaire verrait mes coordonnées s'allumer. Richard ne le remarqua pas. Sa rage le consumait. Il me souleva de nouveau et me plaqua contre le mur, me promettant que je regretterais d'avoir quitté sa maison, ses règles. Ma vision se rétrécit, un tunnel de lumière et de son s'estompant rapidement. Pourtant, sous le rugissement de la voix de mon beau-père, je crus entendre le faible crépitement d'une réponse à la radio. Un espoir aussi fin qu'un fil palpitait dans ce son. Et à cet instant, même si la douleur m'envahissait, je savais que cette nuit ne se terminerait pas en silence. Elle se terminerait par la révélation de la vérité. Allongé par terre ce soir-là, le goût cuivré du sang emplissant ma bouche, mon esprit me trahit en me ramenant aux années où mon monde semblait encore sûr. La douleur a le don de réveiller les souvenirs. J'ai revu mon père, non pas en uniforme cette fois, mais agenouillé sur le tapis du salon, un petit drapeau à la main, tandis que je balbutiais les paroles de l'hymne national. Il riait doucement quand j'oubliais une réplique, puis recommençait, me guidant de sa voix forte et posée. C'était un vétéran de la marine, sévère avec lui-même, mais d'une douceur infinie avec moi. Je pensais que cette stabilité durerait éternellement. Mais cette éternité s'est terminée à 8 ans. Une crise cardiaque l'a emporté au milieu d'une garde de nuit. Et, d'un coup, l'homme qui m'avait appris le courage s'en est allé. La maison se tut, privée de son rire et de la sécurité qui l'accompagnait. Ma mère, Margaret, essayait d'être ses 2 parents à la fois, mais je voyais les failles dans son esprit. Elle passait du chant dans la cuisine à la solitude le soir, les yeux rivés sur les factures, les mains tremblantes quand elle pensait que je ne regardais pas. C'est durant ces années de fragilité qu'apparut Richard Quint. Un ancien officier de logistique, grand et imposant, le genre d'homme qu'on remarquait dès qu'il entrait dans une pièce. Il apportait avec lui l'assurance de quelqu'un qui prétendait comprendre l'ordre et la discipline. Pour ma mère, encore en deuil et en quête désespérée de stabilité, il devait être une bénédiction. Pour moi, c'était un étranger qui s'était introduit trop vite dans nos vies. Je n'oublierai jamais ce premier dîner. Richard arriva avec un bouquet de lys pour ma mère, le genre qu'elle n'avait pas reçu depuis des années. Pour moi, il portait un ours en peluche vêtu d'un treillis miniature. Le visage de ma mère s'illumina d'une manière que je n'avais pas vue depuis la mort de mon père, ses joues rougies d'une lueur qui ressemblait dangereusement à de l'espoir.
Je me souviens avoir vu son sourire radieux et vivant à nouveau, et avoir su que j'aurais dû me réjouir. Au lieu de cela, j'ai ressenti un nœud glacé dans ma poitrine. Cet ours était resté sur mon étagère pendant des années, me fixant de ses yeux cousus, me rappelant que quelqu'un d'autre avait fait son apparition là où vivait encore le souvenir de mon père. Même enfant, je sentais que ce cadeau ne me concernait pas. Il s'agissait de gagner du terrain, de planter un drapeau dans le chagrin silencieux de notre foyer. Et bien que ma mère l'ait accueilli à bras ouverts, je savais alors, d'une manière que les mots ne pouvaient encore expliquer, que la lumière de notre maison avait changé, qu'elle ne brillerait plus jamais comme avant. C'est étrange comme fonctionne la mémoire. Cette nuit-là, sur le sol de mon appartement, tandis que les poings de Richard s'abattaient comme des marteaux, je n'arrêtais pas de revoir la version antérieure de lui, celle que le monde voyait, celle en laquelle ma mère croyait. Après la mort de mon père, Richard était entré dans nos vies, enveloppé de politesse. Il racontait des histoires de guerre à table, des histoires polies, jamais trop sombres, toujours juste assez pour impressionner. Il se tenait droit, toujours en chemise repassée, la voix calme et posée. Lorsqu'il nous a installés dans sa spacieuse maison du New Jersey, ma mère a qualifié cela de bénédiction. Pour les voisins, il était le parfait gentleman. Pour ma mère, il représentait le réconfort après des années de lutte. Mais peu à peu, le masque est tombé. Cela a commencé par des petites choses, des questions sur les personnes avec qui ma mère passait ses après-midi, des remarques sur ses vêtements, des commentaires déguisés en inquiétude. Puis il lui a suggéré de fermer son compte en banque, affirmant que les familles devaient tout partager. Je l'ai vu céder son indépendance sans presque protester. Son charme auprès des autres ne s'est jamais démenti, mais à l'intérieur des murs de cette maison, il a établi les règles et réécrit chaque aspect de nos vies. La femme qui autrefois fredonnait en cuisinant ne chantait plus. Le rouge à lèvres rouges qu'elle portait le dimanche a disparu au fond d'un tiroir. Elle marchait plus doucement, comme si même le bruit de ses pas avait besoin d'une permission. J'ai vu ses amis s'éloigner un à un de notre porte jusqu'à ce que le téléphone cesse complètement de sonner. J'ai appris à mesurer l'ambiance de la maison au silence qui y régnait. Un soir, à 14 ans, j'ai pleinement compris ce qui se cachait sous la surface calme de Richard. Ma mère avait acheté une robe simple, bon marché, sans extravagance. Elle l'avait portée dans la salle à manger, souriant timidement, et pendant un instant, j'ai aperçu la femme qu'elle était. L'expression de Richard s'est durcie. Sans prévenir, il a jeté son assiette contre le mur, la sauce dégoulinant comme du sang sur le papier peint pâle. Il rugit qu'elle était irresponsable, gaspilleuse, ingrate. Ma mère se recroquevilla devant lui, balbutiant des excuses, promettant de me rendre la robe. Je restai figé, les yeux fixés sur le métal tombé du manteau dans le chaos, un métal bleu marine qui avait appartenu à mon père. Richard le ramassa, ricana et le jeta par terre. Sa voix était froide. Sans appel. Je suis le seul homme dans cette maison maintenant. C'est à cet instant, en regardant ma mère baisser la tête en silence et le métal de mon père terni sur le tapis, que je compris que Richard n'était pas un protecteur. C'était un conquérant et notre maison était son territoire. Le masque s'était brisé et les yeux qui me fixaient de l'autre côté de la pièce n'étaient pas ceux d'un homme. C'étaient les yeux d'un prédateur. La nuit où Richard avait jeté le métal de mon père par terre marqua un tournant en moi. J'ai alors compris qu'attendre que les choses reviennent à la normale était un fantasme. La normalité avait disparu avec mon père. À partir de cette nuit-là, j'ai compris que si je voulais respirer, je devrais me le procurer moi-même. Le lycée est devenu mon champ de bataille. Pendant que les autres s'attardaient dans les couloirs ou riaient à la cafétéria, je me suis investi dans le programme junior du ROC. Exercice de marche à l'aube, pompe interminable, course à pied jusqu'à en avoir les poumons en feu. J'accueillais tout cela avec joie. La douleur dans mes muscles était plus profonde que la douleur du foyer. La sueur couvrait l'écho de la voix de Richard. La discipline est devenue un bouclier. Je pouvais maintenir un rythme qui éloignait l'obscurité de ma maison, ne serait-ce que quelques heures à la fois. C'est à cette époque que j'ai rencontré Naomi Parker. Elle était vive d'esprit, perçante comme du cristal, le genre de fille qui perce les façades d'un seul coup d'œil. Elle m'a demandé un jour pourquoi je ne l'invitais jamais. J'en ai ri, mais elle n'y a pas cru. Un soir, après l'entraînement, j'ai laissé échapper la vérité. Pas tout le poids que je ne pouvais supporter, mais suffisamment pour qu'elle voie les contours de ma prison. Elle ne jugeait jamais, ne se montrait jamais avare. Elle était simplement devenue la seule personne autour de moi qui pouvait respirer. Parfois, la survie n'a besoin que de ça. Un témoin qui sait que vous n'êtes pas fou, qui vous croit. À la maison, les ténèbres s'épaississaient. Ma mère était devenue un fantôme dans son propre corps. Elle se déplaçait doucement, parlait peu, toujours les yeux baissés.
Quand je la suppliais de se défendre, elle se contentait de murmurer. Tu ne comprends pas les militaires, Émilie. Il est strict, mais il nous aime. C'est comme ça qu'ils sont. Chaque fois qu'elle le disait, je sentais quelque chose se briser en moi. Elle appelait ça de l'amour, mais je savais que ce n'était pas le cas. C'était la peur portant un masque trop lourd pour être enlevé. Alors, j'ai forgé mon propre vœu en silence. Je me suis promis qu'au moment où je pourrais partir, je ne reviendrai plus jamais. Je ne disparaîtrai pas comme ma mère. Je ne laisserai pas les règles de Richard devenir la définition même de la famille. Ma fuite ne serait ni bruyante ni spectaculaire. Elle serait régulière, disciplinée, inévitable. Chaque pompe, chaque kilomètre, chaque exercice était un pas vers la liberté. Et dans le silence de ma chambre, la nuit, avec l'ours en peluche en uniforme qui me fixait depuis l'étagère, je murmurais une promesse. Je m'en sortirai. Je ne le laisserai jamais gagner. Quitter cette maison, c'était comme sortir d'une caverne après des années à respirer un air vicié. Quand ma lettre d'admission de West Point est arrivée, j'ai fait mon sac en silence, hésitant à parler. Le matin de mon départ, Richard a à peine levé les yeux de son journal. Ma mère me serrait fort dans ses bras, les bras tremblants, murmurant des mots que je ne pouvais pas vraiment retenir. Je me disais que j'étais libre. Mais la liberté est plus complexe que la distance. À l'académie, la discipline est devenue une autre chose. Non plus un bouclier, mais une voie à suivre. Je me suis investie dans chaque exercice sur le terrain, chaque séance d'études nocturnes, jusqu'à ce que l'épuisement soit le seul moyen de me reposer. Des années plus tard, j'ai troqué la tenue grise des cadets contre la tenue verte de l'armée et je suis devenu infirmier de combat. L'Afghanistan m'a enseigné le genre de leçons qu'aucune salle de classe ne pourrait m'enseigner. J'ai appuyé sur les blessures tandis que les mortiers tombaient si près que le sol tremblait. J'ai traîné des soldats plus lourds que moi à travers la poussière et les chairs sanglantes et déchirées, les mains tremblantes qui n'avaient pas le temps d'hésiter. Là-bas, la survie se mesurait en secondes et parfois en miracles. C'est dans ce désert que j'ai rencontré le lieutenant Sarah Mitchell, la langue acérée, intrépide, le genre d'infirmier qui riait au visage du chaos. Elle est devenue mon ancre dans la tempête. Et puis il y a eu le capitaine James Walker, des forces spéciales. Il se tenait avec une force tranquille, une constance qui me rappelait mon père. Au fil des mois de mission et de nuits sous un ciel inconnu, je me suis laissé convaincre que je pouvais ressentir plus que la simple survie. Mais même à l'autre bout du monde, les fantômes me suivaient. Chaque appel à la maison portait le même tremblement dans la voix de ma mère. Elle insistait sur le fait qu'elle allait bien, mais les pauses entre ses mots disaient le contraire. Le silence a un poids, et le sien pesait lourd sur chaque ligne statique. Je ne pouvais pas le supporter, alors je lui ai envoyé des brochures depuis un centre d'assistance pour conjoints de militaires, des numéros qu'elle pouvait appeler pour des endroits sûrs où se rendre. Richard les a trouvés. Sa rage a fait le tour plus vite que n'importe quelle balle. Une nuit, mon téléphone a vibré avec un message de lui. « Reste hors de chez moi. Si jamais tu t'en mêles à nouveau, je ne m'occuperai pas seulement d'elle. Je viendrai te chercher aussi. » En lisant ces mots sous une tente poussiéreuse éclairée par une simple lanterne, j'ai senti la guerre se déplacer. Elle n'était plus seulement outre-mer. Elle m'avait suivi, s'agrippant aux océans, me rappelant que certaines batailles ne s'arrêtent pas quand on quitte la maison. Certaines ombres traversent les frontières, attendant le jour où on sera forcé de les affronter de front. La menace contenue dans le message de Richard persistait dans mon esprit comme le ronronnement constant d'un moteur impossible à arrêter. J'essayais de me plonger dans le travail au milieu du chaos du champ de bataille. Mais certaines nuits, le silence du désert ne faisait qu'amplifier son ombre. Puis vint l'appel, celui qui me brisa plus que toutes les blessures que j'avais soignées sur le champ de bataille. Il était tard, le camp silencieux, à l'exception du grondement lointain des générateurs. Mon téléphone satellite vibra lorsque je répondis. Je n'entendis d'abord que du vent et une voix tremblante. « Émilie » murmura ma mère comme si quelqu'un écoutait. « Il sait. Il a détruit le téléphone fixe, dit-il. Si tu essaies encore de m'appeler, il te tuera. » J'appuyai si fort sur le combiné que mes jointures blanchirent. Ma voix se brisa tandis que je suppliais « Maman, écoute-moi. Viens à la base. Je m'occuperai de ton évacuation. Tu seras en sécurité ici. Je te protégerai. » Son souffle trembla à l'autre bout du fil. Je la voyais presque debout au coin d'une rue sombre, près d'une cabine téléphonique, regardant par-dessus son épaule. « Non, ma puce, dit-elle d'une voix brisée comme du verre. Tu ne comprends pas. Il nous trouve toujours. Toujours. Il faut que tu vives, Émilie. Rien que toi. Ça me suffit. » Puis elle disparut.
La ligne fut coupée, ne laissant derrière elle que le grésillement sourd d'un monde qui avait fermé ses portes. Je restai assis sous la tente, fixant les ombres sur les murs de toile, me sentant à nouveau comme la petite fille serrant un ours en peluche dans ses bras, impuissante et invisible. Mais l'entraînement ne permet pas de rester longtemps impuissante. Le lendemain matin, je partis à la recherche du major David Harris, notre juge, avocat général, officier. C'était un homme mesuré, le genre d'homme dont le calme vous faisait croire aux règles, même lorsque le chaos régnait. Je lui racontai tout ce que mes mères appellent les menaces de Richard, l'histoire qui m'avait traqué à travers les continents. Sa mâchoire se serra, mais son regard resta fixe. Il promit d'examiner ce qui pouvait être fait légalement, même s'il reconnaissait que la portée du droit militaire avait des limites lorsqu'il s'agissait d'un beau-père civil aux États-Unis. Plus tard, dans la tente médicale, je retrouvai Sarah. Elle écouta sans interruption, puis me saisit l'épaule avec une force qui signifiait qu'elle avait déjà décidé que si Richard venait, elle se dresserait aussi sur son chemin. Cette nuit-là, je restai éveillé sous les étoiles lointaines, réalisant la cruelle vérité. L'espoir avait vacillé un instant, avant d'être anéanti par la peur de ma mère. Mais la peur est réciproque. Richard pensait l'avoir réduite au silence. Ce qu'il ignorait, c'est que ses paroles avaient allumé quelque chose d'autre en moi, un refus de rester sa prisonnière, même à l'autre bout du monde. La nuit se termina par des lumières rouges et bleues clignotant sur les fenêtres nauséabondes de mes quartiers. Le bruit des bottes résonna dans le couloir, et les mains de Richard finalement arrachées de moi. Il criait encore lorsqu'ils l'ont traîné dehors, crachant encore sa rage malgré les menottes qui lui mordaient les poignets. L'air, rauque d'alcool et de fer, crachant mon sang sur sa peau. Assise contre le mur, j'observais la tempête qui s'abattait enfin sur notre maison, les côtes haletantes à chaque respiration. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas sa capture. C'était ma mère. Margaret, figée dans un coin, les joues maculées de mascara, le corps tremblant. Elle n'avait pas levé la main pour l'arrêter. Même lorsque les policiers ont poussé Richard dans le couloir, elle a serré son châle plus fort sur ses épaules, les yeux rivés au sol. Et lorsqu'ils lui ont demandé de témoigner pour confirmer ce qui venait de se passer, elle a lentement secoué la tête. « C'est toujours mon mari », a-t-elle murmuré. Il ne le pensait pas. Ces mots ont été plus perçants que tous les coups de Richard. Pendant des années, je m'étais dit qu'elle était une victime comme moi, piégée et impuissante. Mais à cet instant, j'ai vu quelque chose de plus difficile à accepter. Elle avait choisi le silence. Elle l'avait choisi. Et peut-être le ferait-elle toujours. À l'hôpital, tandis qu'on recousait l'entaille au-dessus de mon sourcil et qu'on pansait mes côtes, James arriva tout droit de mission. Il se tenait à mon chevet, la fureur et le chagrin luttant dans ses yeux, sa main serrant la mienne si fort que je sentais le tremblement dans ses os. « Plus jamais », dit-il d'une voix basse mais assurée. « Il ne te touchera plus jamais. » Le major Harris me rendit visite le lendemain, un dossier épais de rapports à la main. L'arrestation de Richard ne se limitait pas à une nuit. Elle ouvrit un dossier. Des accusations longtemps ignorées, des plaintes étouffées, réduites au silence. Cette fois, le système ne détournerait pas le regard. Pour une fois, la loi pesait plus lourd que les poings de Richard, et pourtant, sous le soulagement, je pleurais. Non pas pour Richard, il n'était plus qu'une ombre désormais, mais pour ma mère, qui était restée plantée dans ce coin toute sa vie, confondant soumission et survie. J'ai alors compris que la sauver n'avait jamais été en mon pouvoir. Ce que je pouvais sauver, c'était moi-même. Quand je suis sortie de cet hôpital quelques jours plus tard, l'uniforme impeccable malgré les bandages sous l'air, je me suis sentie différente. Je n'étais pas l'enfant qui murmurait des promesses dans l'ombre. J'étais un soldat qui avait survécu aux 2 champs de bataille, à l'étranger comme aux États-Unis. Et tandis que le drapeau à l'extérieur de la base claquait au vent, j'ai compris la vérité vers laquelle j'avais couru toute ma vie. La liberté n'était jamais donnée. Elle était revendiquée. La première chose que j'ai ressentie en me réveillant à l'hôpital militaire, ce ne sont pas les bandages ni la douleur dans mes côtes. C'est la main de James qui entourait la mienne, ferme et chaude. De l'autre côté du lit se tenait Sarah, les bras croisés, son regard perçant plus doux que jamais. À côté d'elle, le major Harris tenait un dossier qui semblait porter le poids de tout ce que j'avais lutté pour garder enfoui. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus seule. Lorsque ma mère entra dans la pièce, je me préparais au silence. Au lieu de cela, ses épaules tremblèrent et ses mots jaillirent comme un barrage enfin rompu. Elle avoua ce que je savais et pourtant j'avais besoin d'entendre. 15 ans de blessures, de peur et de choix faits pour me protéger. Elle croyait que si elle se taisait, elle porterait elle-même le poids que la rage de Richard m'épargnerait. Mais son silence ne m'avait pas sauvée. Il m'avait seulement entraîné plus profondément dans le feu. Des larmes brouillaient son visage, mais cette fois, elle ne détourna pas le regard.
La salle d'audience était plus froide que toutes les tentes sous lesquelles j'avais dormi à l'étranger. Richard paraissait impeccable dans son costume impeccable, comme si la civilité seule pouvait effacer ses actes. Il me dépeignait comme instable, m'accusait d'exagération ou de trahison. Mais les preuves accumulées contre lui étaient inébranlables. Le signal SOS de mon dossier médical radio, documentant chaque fracture, le témoignage de ma mère, formait un mur que ces mensonges ne pouvaient franchir. Lorsque le juge a prononcé la sentence, 20 ans de prison fédérale avec retrait des honneurs militaires, le masque de Richard a finalement lâché. Je n'ai vu ni un commandant, ni même un homme, mais la fureur creuse de quelqu'un qui avait perdu le contrôle pour la dernière fois. De ces décombres, j'ai choisi de construire. Aux côtés de Sarah, j'ai fondé Valor Shield, une organisation qui se consacre à connecter les militaires et les familles vivant sous l'ombre de la violence conjugale. James s'est chargé de la logistique, veillant à ce que personne ne se retrouve sans voix au bout du fil. Et ma mère, hésitante mais déterminée, a commencé à faire du bénévolat à l'hôpital des vétérans. Sa voix revenait lentement. La première fois qu'elle a chanté l'hymne national lors d'un défilé, d'une voix forte et claire, j'ai senti un cercle se refermer. Des mois plus tard, devant une salle remplie de médecins et de cadets militaires, j'ai prononcé des mots que je n'aurais jamais cru prononcer à voix haute. Le silence n'a jamais protégé personne. On n'est en sécurité que lorsqu'on a le courage de dire la vérité. Les applaudissements ont fusé, mais je n'en avais pas besoin. Ce qui comptait, c'était le calme intérieur, la certitude que la guerre que j'avais menée pendant des décennies n'était plus la mienne. J'avais parlé et, dans cette vérité, j'avais enfin revendiqué ma liberté. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Partagez votre ressenti dans les commentaires et dites-nous d'où vous nous regardez. Vos mots et votre présence comptent plus que vous ne le pensez. N'oubliez pas de vous abonner à Relative Tension pour ne pas manquer la prochaine histoire qui pourrait vous toucher droit au cœur. Continuons à alimenter cette conversation.